Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, la mort du juge Bernard Borel, une affaire d'État. Le 19 octobre 1995, le corps sans vie du magistrat français est retrouvé à Djibouti, une ancienne colonie française sur la côte est du continent africain. Dans la nuit, le juge a été assassiné. Cette affirmation, on peut aujourd'hui la formuler car elle a été reconnue à la fois par la science et par la justice en 2003. Il a pourtant fallu des années pour que cette vérité soit dévoilée. Car très vite, trop vite, la thèse du suicide s'était imposée pour expliquer cette tragique découverte. Bernard Borel est le troisième magistrat français assassiné sous la Ve République, après les juges Renaud et le juge Michel. Pour inscrire le nom de cet homme à cette liste dramatique, une femme, Elisabeth Borel, veuve de Bernard, qui se bat depuis 27 ans pour savoir et faire savoir ce qui s'est passé en cette nuit du 18 au 19 octobre 1995. Comprendre pourquoi, comment et par qui son mari a été assassiné. Dans cette affaire, Elisabeth Borel, ses avocats et certains journalistes se sont confrontés à deux États, la France et Djibouti, dont les relations issues d'un passé colonial ont gêné l'enquête. Ils se sont ainsi confrontés au secret d'État, cette disposition qui permet de jeter le voile sur une affaire dont le mystère, après plus de 27 ans, n'est toujours pas complètement résolu. Notre invitée aujourd'hui, Elisabeth Borel, l'épouse du juge Bernard Borel. Djibouti, mercredi 18 octobre 1995. Il est environ 11h30 ce soir-là quand Elisabeth Borel commence à s'inquiéter, car son mari, Bernard Borel, 40 ans, n'est toujours pas rentré. Dans la soirée, il devait se rendre à une réunion, mais vu l'heure avancée, elle devrait être terminée. Puis, cette absence comme ça, sans prévenir, ça ne lui ressemble pas. Voilà un peu plus d'1 an que Bernard et Elisabeth Borel sont arrivés avec leurs 2 enfants dans cette ancienne colonie française aux frontières de la Somalie, de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Un territoire exigu, sans ressources naturelles, mais qui occupe une position stratégique. Situé au débouché de la mer Rouge, Djibouti est en effet à quelques encablures de la péninsule arabique et du Moyen-Orient. Ce n'est pas pour rien que la France y a installé l'une de ses bases militaires les plus importantes à l'étranger. Chaque année, Paris paye une redevance rondelette pour s'assurer cette coopération. C'est donc dans le cadre de cette coopération que Bernard Borel, magistrat réputé sérieux et doué, sorti majeur de l'École nationale de la magistrature, a été nommé conseiller auprès du ministre de la Justice djiboutien, avec pour mission notamment de moderniser les codes pénals et civils du pays. Alors, pourquoi n'est-il toujours pas rentré à cette heure tardive ? Inquiète, Elisabeth Borel, magistrate elle aussi, appelle des amis qui font le tour des hôpitaux et de commissariats de la ville. Rien. La nuit s'étire, lentement, douloureusement, dans l'angoisse et dans l'absence. Le jour se lève, quand à la recherche d'une trace, d'un indice, Elisabeth regarde dans les affaires de son mari. Et là, dans sa sacoche, elle tombe sur 2 lettres rédigées par Bernard Borel qui lui sont adressées 50 000 francs en argent djiboutien. Sur la première lettre, elle découvre une liste de sa collection de médailles et des indications pour les vendre si Elisabeth le souhaite. Sur l'autre, Bernard Borel explique qu'il a retiré l'argent sur leur compte commun français, qu'il ne l'a pas dépensé et qu'elle doit le remettre à la banque. Que veulent dire ces documents ? Bernard n'en a jamais fait mention. Elisabeth n'a pas le temps de se poser ces questions. Il est environ 9h, ce jeudi 19 octobre 1995, quand on sonne à sa porte et que le drame survient. En effet, Philippe Guérin, le consul de France, annonce à la jeune femme qu'à 7h20 ce matin, 2 gendarmes français ont retrouvé le cadavre de son mari au Goubet, à 80 km de Djibouti, dans un ravin qui fait face au golfe de la mer Rouge. C'est la présence d'un 4x4 sur le parking du Belvédère qui a alerté les gendarmes. Sur le siège arrière du véhicule, ils ont découvert un pantalon et une chemise soigneusement pliés. Alors, ils sont descendus et ont découvert, un peu plus bas, un bidon d'essence, un short et une sandale. Ils sont poursuivis leur descente et 4 mètres en dessous, ils ont trouvé une montre et une autre sandale. Enfin, à une dizaine de mètres encore plus bas, ils sont tombés sur le corps à moitié calciné du juge Borel. Philippe Guérin poursuit. Le corps de Bernard Borel a été amené à l'hôpital militaire de Djibouti pour y être examiné. Le médecin a conclu à une immolation par le feu et penche donc pour un suicide. À cet instant, la vie d'Elisabeth Borel bascule pour toujours et la version du suicide s'impose, brutale, tragique. Sous le choc, la jeune femme
ne se pose plus de questions. Mais 4 jours plus tard, elle est entendue par les policiers djiboutiens qui ne mentionnent pas la découverte de l'argent et des lettres. Puis elle retourne en France avec ses 2 enfants. Et ce n'est que 2 ans après, le 9 novembre 1997, que la mort de Bernard Borel s'invite dans les journaux. RFI, il est 5h36 en temps universel. Rebondissement dans l'affaire Borel, du nom de ce magistrat français en poste à Djibouti, retrouvé carbonisé en novembre 1995. Une première instruction avait conclu à un suicide, thèse que l'épouse du magistrat avait toujours contestée. Sa pugnacité a finalement permis la réouverture du dossier. Selon l'avocate de la famille Borel, la nouvelle instruction en cours a permis la découverte de nouveaux éléments prouvant que le magistrat a bel et bien été assassiné. Que s'est-il passé pendant 2 ans? D'abord, la douleur, la perte, l'absence, bien sûr, pour Madame Borel. Puis, le corps rapatrié, l'enterrement, le 4 novembre 1995. Autant d'étapes d'un deuil impossible. Car rapidement, les questions, les doutes s'amoncellent. Comment comprendre ce geste insensé? Oui, il y a cette discussion que les époux Borel ont eue 2 jours avant le drame, pendant laquelle Bernard paraissait préoccupé, angoissé. Oui, il y a ces 2 lettres et l'argent retrouvés dans la sacoche. Mais c'est peu pour expliquer un suicide, si tant est qu'on puisse jamais expliquer ce qui ressort de l'intime. Mais enfin, dans cette affaire, comment comprendre cet empressement de l'ambassade française à déclarer par communiqué que le juge s'est donné la mort, information divulguée quelques heures seulement après la découverte du corps? Elisabeth Borel s'interroge. À la mi-novembre 1995, elle prend les choses en main et commence par demander le dossier d'enquête de son mari, notamment les résultats de l'autopsie. Pas de réponse. Elle dépose une requête au tribunal de Toulouse et une information judiciaire est ouverte pour recherche des causes de la mort de Bernard Borel. L'exhumation du corps et son autopsie sont réalisées en février 1996. Entre-temps, Elisabeth Borel avance d'informations troublantes. D'abord, un témoin djiboutien, un pompiste, dit avoir servi de l'essence à Bernard Borel le jour de sa mort et il affirme qu'il était accompagné d'un autre homme, un blanc. Ensuite, on note qu'aucune autopsie n'a été pratiquée à Djibouti. Il s'agit d'un simple examen médical qui envisage une mort par asphyxie. Enfin, les radios effectuées le jour du drame ont disparu. Comment peut-on conclure au suicide dans ces conditions et l'affirmer avec un tel aplomb? En 1997, 1 an après l'exhumation, le rapport d'autopsie réalisé en France arrive enfin. Et certaines conclusions confirment les doutes d'Elisabeth Borel. Ce que je voudrais dire, c'est que il ne peut pas y avoir de preuve de la mort par le feu sans autopsie. Hein, je parle de considérations médico-légales. Or là, les Djiboutiens avaient demandé, dans le cadre de leur enquête, un examen du corps ou une autopsie. Et ce sont les médecins français qui n'ont pas pratiqué d'autopsie. Et ce médecin qui a fait le certificat médical qui a permis de délivrer le permis d'inhumer a indiqué qu'il avait constaté l'existence de suie dans les voies aériennes de mon mari, constatations qui n'ont pas du tout été corroborées par l'autopsie judiciaire ordonnée à Toulouse, et constatations qu'il ne pouvait pas faire sans autopsie. Pour Elisabeth Borel, c'est sûr, la thèse du suicide ne tient pas. Son mari a été assassiné, elle en est désormais persuadée. Au début de l'année 97, elle porte plainte et confie sa défense à 2 avocats, Olivier Maurice et Laurent Decaune. Le dossier est dépaysé, comme le veut l'expression, à Paris, et les juges Marie-Paul Moracchini et Roger Leloir sont chargés de l'instruction. En mars 1999, 18 mois après avoir été saisis, les 2 magistrats se rendent une première fois à Djibouti pour mener l'enquête. Sur place, ils entendent une 50aine de témoins, notamment pour essayer de cerner la personnalité de Bernard Borel. Parmi eux, un psychiatre français ami du couple Borel qui leur fait part de la dépression du magistrat. L'un de ses collègues français s'était suicidé peu de temps avant et il en était très affecté. Ils comprennent aussi que Bernard Borel avait des rapports compliqués avec les autorités locales, notamment son ministre de tutelle. Les 2 juges s'interrogent également sur l'argent et les 2 lettres retrouvées par Elisabeth Borel. Pour eux, tout concourt au suicide. Pour Madame Borel et ses avocats, il est évident que les 2 juges instruisent uniquement sur la thèse du suicide. Ils n'ont absolument pas cherché à enquêter sur une autre voie possible, celle de l'assassinat. Mais en cette fin d'année 99, un Djiboutien réfugié politique à Bruxelles décide de parler. Le 19 octobre 1995, l'actuel président Ismaël Omar Guelleh, qui était alors chef du cabinet du président Senghor Abidjan, reçut
recevait 5 personnes. Le premier d'entre eux donc s'adresse au chef du cabinet, Ismaël Omar Guelleh, et lui disant que le juge Funeur l'a tué et qu'il n'y a plus de traces. Qui est cet homme qui décide de témoigner 4 ans après les faits? Il s'appelle Mohamed Saleh Al-Loumekani et il raconte que le 19 octobre 1995, le jour de la mort de Bernard Borel, alors qu'il était à l'époque officier dans la garde présidentielle, il a assisté à une conversation dans les jardins du palais. 5 hommes ces jours-là arrivent en 4x4 et s'entretiennent avec Ismaël Omar Guelleh, celui qu'on surnomme IOG, pas n'importe qui. Au moment de la mort de Bernard Borel, il est le chef de cabinet du président. Et surtout, en avril 1999, quelques mois avant ce témoignage, il vient lui-même d'être élu président de Djibouti. Parmi les 5 hommes qui viennent annoncer l'assassinat du juge, Mohamed Saleh Al-Loumekani reconnaît le chef des services secrets djiboutiens, le chef de la gendarmerie, un Français dont il ne veut pas révéler l'identité. Trop risqué, dit-il, et, plus surprenant, 2 individus condamnés pour terrorisme et qui auraient dû être en prison ce jour-là. Adouani, un Tunisien, et Awal Guelleh, un Djiboutien. Pour la défense, ce témoignage est capital. Pourtant, dans un premier temps, les juges d'instruction Marie-Paul Morakini et Roger Leloir ne l'interrogent pas. Ce que révèle bien sûr l'avocat Olivier Maurice. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il y a eu un zèle dans le cadre de l'instruction pour essayer de rechercher dans la vie personnelle de Bernard Borel, je dirais, une explication à la thèse du suicide. Alors, on a essayé de démontrer que ses mœurs étaient malsains, on n'a rien trouvé. Et ce que nous reprochons, c'est que le même zèle pour vérifier les témoignages à charge qui accablent un certain nombre de personnes en place à Djibouti n'ont jamais été examinés avec autant d'attention. Et pourtant, il y a des troubles tout à fait extraordinaires dans ce dossier. Finalement, le 30 janvier 2000, les 2 magistrats se rendent à Bruxelles pour l'entendre. Et là, l'audition ne se passe pas comme prévu. Quelques jours après sa rencontre avec les juges, Mohamed Al-Loumekani publie un nouvel entretien dans la presse où il explique qu'il a fait l'objet de pression de la part des magistrats. Ces derniers lui auraient dit, vous savez, vous pouvez revenir sur vos déclarations avant qu'il ne soit trop tard. Et ils auraient insisté sur les risques encourus à mettre en cause l'actuel président djiboutien Ismaël Omar Guelleh. 2 policiers qui assistent à l'audition confirmeront cette surprenante attitude. C'est que le témoignage de Mohamed Al-Loumekani est rapidement mis en doute, notamment à Djibouti. Pourquoi parle-t-il 4 ans après? Parce qu'il est en sécurité, réfugié politique à Bruxelles? Oui, mais justement, en tant qu'opposant politique au président Guelleh, n'a-t-il pas tout intérêt à l'accuser? Pourquoi ces 5 hommes arrivent avec 2 4x4 en plein après-midi pour annoncer la nouvelle à Ismaël Omar Guelleh? On a vu plus discret. Comment le témoin peut-il affirmer avoir vu 2 hommes qui doivent pourtant se trouver en prison à ce moment-là? Et puis, la personnalité et le parcours d'Al-Loumekani inviterait plutôt à la prudence. On le dépeint comme déserteur, confronté à de perpétuels problèmes d'argent. Enfin, les juges d'instruction ajoutent au dossier une lettre d'un certain Ali Iftin, ancien supérieur de Mohamed Al-Loumekani. Dans cette lettre, Iftin explique qu'il a eu une conversation téléphonique avec Al-Loumekani et que celui-ci aurait avoué qu'on lui demandait de témoigner pour atteindre Ismaël Omar Guelleh. Bref, tout est fait pour décrédibiliser le premier témoignage qui atteste, lui, la thèse de l'assassinat. Les juges Marie-Paul Morakini et Roger Leloir continuent leurs investigations. En mars 2000, ils retournent à Djibouti pour effectuer une reconstitution en présence de la directrice de l'Institut médico-légal de Paris, Dominique Lecomte. Grand absent de cette reconstitution, les parties civiles, Elisabeth Borel et ses avocats, oui, car leur demande de visa a été refusée. Sur les lieux du drame, on essaie de comprendre comment les faits se sont déroulés. À son retour, Dominique Lecomte conclut, elle aussi, au suicide. Une thèse dont, évidemment, Elisabeth Borel ne peut se satisfaire, comme elle le dit sur France Inter. J'ai l'impression que tous les magistrats, dès qu'ils sont en charge de ce dossier, je ne sais pas s'il y a une... comment dire... mais on dirait qu'il fait peur, ce dossier. J'ai vraiment l'impression que dès qu'ils sont déchargés de ce dossier, ils retrouvent une liberté qu'ils n'ont pas quand ils ont en charge ce dossier. La preuve, c'est un peu l'unanimité des motions de soutien de mes collègues magistrats à Toulouse, qui quand même, au départ, ont eu ce dossier en charge. Tout le monde me soutient aujourd'hui, mais je veux dire, au temps où ils avaient la charge de ce dossier,
c'était pas la même chose. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants sachent que mon mari ne s'est pas suicidé, que leur père n'était pas un lâche, n'était pas un pervers. Je pense que j'ai une responsabilité sur ce plan-là. Quelques mois plus tard, en juin 2000, nouveau coup de théâtre. Après plusieurs interventions des avocats d'Elisabeth Borel, notamment sur les conditions de l'audition du témoin, Mohamed Aloubekani, les juges d'instruction Marie-Paul Morakini et Roger Leloir sont dessaisis du dossier. Et un nouveau juge d'instruction, Jean-Baptiste Parlos, est nommé. 5 ans après la mort du juge Borel, l'enquête repart donc de zéro. Va-t-elle conclure, elle aussi, au suicide ou à la thèse de l'assassinat? Va-t-elle enfin émerger? Et si oui, pourquoi le juge Borel aurait-il été tué et par qui? Djibouti, 27 février 2002. 7 ans après les faits, c'est la première fois qu'Elisabeth Borel revient sur les lieux du drame, là où sa vie a basculé. Cette fois, elle et ses avocats ont obtenu un visa. En compagnie du nouveau juge d'instruction, Jean-Baptiste Parlos, et de nouveaux experts en médecine légale, ils se rendent au Goubet, à l'Anse du Diable, là où a été retrouvé le corps de Bernard Borel. Dès leur arrivée, ils constatent que les conclusions établies par la première instruction ne tiennent pas. Vu la topographie du lieu, la forme et la disposition des rochers, l'inclination de la pente, il est difficilement imaginable que Bernard Borel ait pu s'immoler et ensuite dévaler de plus de 10 mètres dans le ravin en pleine nuit. Face à ce constat, le juge Parlos ordonne une nouvelle autopsie. Pour la deuxième fois, le corps de Bernard Borel est exhumé. Cette fois, on convoque un collège de 3 équipes d'experts. L'analyse des os, d'abord, révèle l'existence de 2 lésions jusque-là inconnues. Une au niveau du crâne et l'autre au niveau du bras. La première fait suite à un coup direct, la seconde pourrait être compatible avec un geste de protection. Ensuite, on découvre des traces non pas d'un, mais de 2 liquides inflammables de nature différente. Enfin, le fait que seul le haut du corps de Bernard Borel soit brûlé exclut l'hypothèse d'une aspersion par Bernard Borel lui-même. Au final, le collège d'experts conclut son rapport par ces mots: les analyses effectuées militent en faveur de l'intervention d'un tiers, autrement dit, le suicide ne tient pas. Mais il faut encore attendre le mois d'octobre 2003 pour avoir le rapport définitif. À sa parution, Elisabeth Borel et ses avocats organisent une conférence de presse. De ces expertises médico-légales émerge aujourd'hui une vérité judiciaire. C'est du moins l'avis des avocats d'Elisabeth Borel. La conclusion de ces expertises, c'est que la mort de Bernard Borel met en cause des tiers qui par ailleurs ont cherché à mettre en scène quelque chose, ce qui évidemment signe un assassinat. Autre élément qu'ils ont rendu public aujourd'hui, cette lettre du ministère de la Défense français au juge d'instruction. On peut y lire: 12 documents présentant un lien avec la mort du juge Borel sont classés secret défense. Une preuve de plus pour Olivier Maurice que ce dossier est bien une affaire d'État. Il y a dans le dossier la mise en cause de personnalités extrêmement importantes à Djibouti. Nous n'inventons pas cette mise en cause. Et nous pensons que les autorités françaises ont voulu privilégier les bonnes relations avec Djibouti pour faire en sorte d'étouffer définitivement cet assassinat en privilégiant la thèse du suicide. Les résultats de la nouvelle autopsie et la conférence de presse marquent un tournant dans l'enquête sur la mort du juge. On parle désormais d'affaire Borel, et la thèse du suicide s'effrite à mesure que la piste criminelle se renforce. Une piste que suit la nouvelle juge d'instruction, la 3e, Sophie Clément, qui remplace Jean-Baptiste Parlos. Désormais, la question est sur toutes les lèvres. Pourquoi, comment et surtout par qui le juge Borel aurait-il été assassiné? Ces questions, Elisabeth Borel, ses avocats et certains journalistes se les posent depuis plusieurs années déjà. Depuis la mort de Bernard Borel, de nombreux éléments, signes, attitudes trahissent un dossier gênant en France comme à Djibouti. Revenons au moment du drame. Lorsqu'elle se remémore ces jours d'octobre 1995, Elisabeth Borel se souvient notamment de la visite de Claude Sapkaskeller, un représentant français, conseiller juridique du président de la République de Djibouti, dans l'après-midi du 19 octobre 1995, le jour du drame. L'air soucieux, il dit à Elisabeth Borel: « Madame, la France a besoin de vous. » Il lui demande alors de chercher un document que Bernard Borel aurait eu en sa possession et qui pourrait mettre en danger le chef de la gendarmerie française à Djibouti. Il s'agirait d'une liste de coopérants français impliqués dans une affaire de corruption. Mais après avoir fouillé ses affaires et son bureau, on ne retrouve pas le document.
Une attitude curieuse qui rejoint celle de Jean-Jacques Mouline, le chef de mission de la représentation française à Djibouti, qui s'empresse de confirmer le suicide du magistrat alors même que l'enquête n'est pas terminée. Au fur et à mesure, tout est mis en doute. En effet, comment expliquer que les deux gendarmes français aient découvert le corps ce matin-là, alors même qu'ils ne passent jamais par ici et que leurs locaux se trouvent à plusieurs dizaines de kilomètres de l'endroit? Et puis, il y a les déclarations de certains témoins, au premier rang desquels Ali Iftin, l'homme qui avait discrédité le principal témoin, Mohamed Aloumekani, et qui, en 2002, dans l'interview pour l'émission 90 minutes de Canal+, avoue qu'il a rédigé cette lettre sous la contrainte du chef des services spéciaux djiboutiens. D'ailleurs, maintenant il peut le lire, lui aussi a entendu une conversation après la mort de Bernard Borrell. Une conversation entre Ismaël Omar Guelleh, le président djiboutien, et son chef des services secrets. Monsieur Borrell menait un certain nombre d'investigations, comme tout bon juge d'instruction qui se respecte, et qui tient surtout à avoir sa conscience pour lui. Et certainement, tout ça en fait qu'il a dû déranger pas mal de gens, en ce qui me concerne. Vous dites qu'il dérangeait le pouvoir en place. Je dis qu'il dérangeait le système en place. Ce système incluait le pouvoir en place, cela va de soi. Ensuite, il y a les documents qu'Elisabeth Borrell a retrouvés dans les affaires de son mari. Un dossier sur un trafic de faux dollars qui impliquerait des notables locaux, djiboutiens comme français. D'autres documents sur des sociétés indiennes spécialisées dans le négoce de matières pour le nucléaire. Enfin, un document juridique de Roger Leloir sur l'enquête autour de l'attentat du Café de Paris à Djibouti en 1990, dans lequel un enfant français est mort. Roger Leloir, oui, le premier juge d'instruction de l'affaire Borrell, qui a instruit dans le sens d'un suicide et qui a été dessaisi de l'enquête. Or, les rumeurs autour de cet attentat du Café de Paris sont nombreuses. On dit notamment que l'actuel président Omar Ismaël Guelleh y aurait joué un rôle. Bernard Borrell travaillait-il sur des dossiers sensibles qui mettraient sa vie en danger? Pour en savoir plus, les parties civiles demandent à la ministre de la Défense de l'époque, Michel Alliot-Marie, de déclassifier certains dossiers secret défense, ce qui est fait, effectivement, en mars 2004. À partir de là, la mort du juge Borrell entre dans une nouvelle phase, celle de l'affaire d'État. Les documents secret défense rendus publics montrent que les services de renseignement français s'intéressent de près à Omar Ismaël Guelleh. Par ailleurs, la juge Sophie Clément auditionne des agents du service des renseignements français en poste au moment des faits qui, eux aussi, émettent des doutes quant à la version du suicide. L'affaire Borrell tourne alors à l'affrontement diplomatique et médiatique. Du côté de Djibouti, une campagne de presse reprend la position du président Ismaël Omar Guelleh, qui depuis le début nie toute implication et dénonce une affaire franco-française. On reparle de l'attitude trouble des autorités françaises au moment de l'enquête, on reprend l'hypothèse d'un vaste réseau pédophile impliquant des hauts responsables français et sur lequel Bernard Borrell aurait découvert des choses. Du côté de l'Élysée, on tente de minimiser les tensions. Il faut absolument préserver les relations diplomatiques avec Djibouti. D'ailleurs, les premiers signaux d'alerte sont envoyés par le pouvoir djiboutien. De gros contrats sont perdus, la redevance pour la base militaire augmente, d'autres pays comme les États-Unis s'installent à Djibouti. Enfin, en janvier 2005, 6 coopérants français sont expulsés et l'antenne de RFI coupée pendant plusieurs jours. Jacques Chirac se doit de réagir. Et le 17 mai 2005, il reçoit Ismaël Omar Guelleh, tout juste réélu à la présidence de Djibouti. La venue du président est sous haute tension. En effet, la juge d'instruction Sophie Clément n'a pas hésité à demander son audition et celle de 2 de ses proches. Le procureur général et le chef des services secrets doivent ainsi se présenter devant la justice, accusés d'avoir menacé les témoins d'enquête. Les journalistes sont à l'Élysée au moment où on sort Omar Guelleh. Cette rencontre a-t-elle permis d'apaiser les tensions de ces derniers mois? Il n'y a pas de tension entre nous et la France. Est-ce que vous avez parlé de l'affaire Borrell, président? Fin de la visite, Jacques Chirac revient saluer son homologue et le porte-parole de l'Élysée résume la rencontre. Selon Jérôme Bonnafont, les deux hommes ont évoqué le décès du juge Borrell. Le chef de l'État, dit-il, a rappelé que la justice est indépendante, mais il rapporte aussi que le parquet, qui n'a fait aucun commentaire depuis, demande au juge d'instruction de mener l'enquête dans les meilleurs délais. Peu après, un communiqué des avocats d'Elisabeth Borrell, la veuve du juge Borrell, est diffusé par l'AFP pour dénoncer la visite du président djiboutien et demander son audition. À 15h51, selon l'avocat d'Ismaël Omar Guelleh, la convocation de la juge qui veut l'entendre comme témoin est envoyée par fax à l'ambassade de Djibouti à Paris, comme un écho renvoyé à Jacques Chirac quand il demande à ce que l'instruction s'accélère. Une image symbole de la situation de l'enquête en 2005, c'est le statu quo. Fermez le rideau, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à savoir. Tant que les deux hommes d'État seront en place, on n'avancera pas, ou difficilement.
2 ans plus tard, au printemps 2007, alors que les élections présidentielles françaises approchent, la partie civile se dit qu'il faut accélérer les choses. Les nouveaux juges d'instruction en charge de l'affaire, Fabienne Pousse et Michel Ganachia, perquisitionnent les ministères de la Défense et de la Justice pour récupérer des dossiers en lien avec l'affaire Borel, mais elles échouent à perquisitionner le bureau du conseiller Afrique de Jacques Chirac à l'Élysée, Michel de Bonnecorse. Finalement, avec l'élection de Nicolas Sarkozy en mai 2007, l'affaire Borel change de nature. Au mois de juin, Nicolas Sarkozy reçoit Elisabeth Borel et son avocat Olivier Maurice à l'Élysée, signal de cette diplomatie du coup d'éclat dont le nouveau président fera sa marque. Mais aussi changement radical par rapport à son prédécesseur. Il promet que tout sera mis en œuvre pour retrouver les commanditaires de l'assassinat de son mari. Elisabeth Borel salue cette décision après 11 ans de lutte. Je suis un peu réconciliée avec mon pays parce que c'est vrai que le chef de l'État m'a dit clairement que pour lui c'était important de me recevoir et d'autre part que les obstructions que nous avions connues dans le dossier, il tâcherait de faire en sorte qu'effectivement ce soit débloqué. Il m'a clairement affirmé que lui, son souci, c'était la vérité. Donc nous avons un souci commun et c'est vrai que c'était important d'entendre ça de la part du chef de l'État de mon pays. Et puis, nous avons effectivement demandé à ce qu'il y ait un communiqué du parquet disant que le dossier d'instruction en l'état était une affaire criminelle, de voir que l'État n'est pas contre la vérité sur l'assassinat d'un magistrat. C'est très important pour moi. 1 an plus tard, les 2 juges d'instruction peuvent enfin récupérer le dossier recherché dans la cellule Afrique de l'Élysée. Ils y découvriront de nombreuses notes qui attestent d'une constante de la part de la diplomatie française, protéger ses intérêts vis-à-vis de Djibouti et défendre donc la thèse du suicide. Depuis, l'affaire Borel ressurgit de temps à autre au cœur de l'actualité suite à de nombreux témoignages ou de nouvelles révélations. Reste qu'après 21 ans d'enquête menée par 7 juges d'instruction, la vérité n'a toujours pas éclaté. S'agit-il d'un règlement de compte politique local impliquant le toujours président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, duquel se serait approché d'un peu trop près le juge Borel? S'agit-il d'un règlement de compte politique français? Bernard Borel aurait eu vent d'informations concernant des affaires de corruption, de réseaux pédophiles ou de mafia locale impliquant de hautes personnalités politiques françaises? Aujourd'hui, le mystère demeure.